Pour comprendre ce projet, il faut déjà remonter un petit peu en arrière. En 2022, je décide de co-créer un média sur l'entrepreneuriat dans les pays émergents. L'idée, c'est de partir entre l'Amérique latine et l'Afrique, notamment au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, même en Colombie, pour rencontrer ces entrepreneurs et essayer de comprendre les problématiques de ces pays. J'ai appris énormément de choses avec cette expérience, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais si je devais garder qu'un seul apprentissage, ce serait sûrement le suivant. Finalement, tous ces pays, malgré qu'ils aient des situations différentes, des points de départ différents, eh bien ils suivent tous plus ou moins le même chemin. C'est quelque chose que je savais, mais l'expérimenter est tout à fait différent. Regarder un pays au travers de l'entrepreneuriat, c'est super intéressant parce que ça permet de comprendre très vite les problématiques du pays et son stade de développement. Mais j'ai quand même été frustré de ne pas comprendre l'impact du développement sur les populations. Nos pays, nous, individus, sommes actuellement confrontés à des mutations. L'augmentation de la population, la croissance économique, les défis sociaux, culturels et évidemment climatiques. Comment est-ce que les populations arrivent à préserver leur histoire, leur culture, leur tradition, leur identité, tout en s'adaptant à l'évolution de notre société et à ces nouveaux défis? Comment concilier tradition et modernité dans un monde en constante évolution? Pour ça, je suis parti au Vietnam, pour y rencontrer ces ethnies et notamment Zhou, qui a ouvert sa chambre d'hôte pour répondre à la demande touristique grandissante dans sa région, suite à l'ouverture du pays à l'international. De l'autre, Jean-Baptiste, qui est agriculteur dans la Marne, pas loin de Paris, qui pratique une agriculture de conservation semi-directe, en phase avec les enjeux climatiques actuels. Deux situations différentes ayant pour point commun la conciliation. L'idée de ce documentaire n'est pas de généraliser, mais plutôt de partager un ressenti et des observations. Chacun se fera sa propre opinion. L'idée est d'explorer l'évolution de notre monde au travers des yeux des premiers concernés, nous, ses habitants. Moi, c'est Fabienne. Je suis une voyageuse. Je voyage principalement au Vietnam parce que mon centre d'intérêt déjà pour je suis née au Vietnam. Et ensuite, j'ai une passion pour l'ethnologie, toutes les ethnies minoritaires, notamment celles du Vietnam. Et donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on va à leur rencontre. On essaie de comprendre leur mode de vie actuel, passé, et d'avoir des échanges avec elles. À l'ouverture du commerce à l'international en 1986, il y a eu le Doi Moi. Le Doi Moi, c'est la réforme économique entamée par le Vietnam pour l'ouverture à l'international après la guerre avec les Américains. Pourquoi avoir choisi le Vietnam? Pour la raison que vient d'évoquer Fabienne. Après 50 ans de forte instabilité, eh bien, le pays il a su se développer très rapidement et connaître une forte croissance ces 20 dernières années. C'est finalement assez semblable à la transition qu'a pu connaître la France il y a 50, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aussi assez semblable à ce que d'autres pays dans le monde connaissent actuellement. Alors cette transition elle est déjà bien amorcée, mais pour une petite partie de la population, cette métamorphose elle est actuelle. C'est ceux qu'on appelle les mangeurs de forêt. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu la situation ethnique au Vietnam, simplement pour avoir une vision générale et bien comprendre la suite du documentaire. Bon, j'ai pris quelques notes pour pas dire de bêtises. En gros, il y a 54 ethnies au Vietnam. Il y en a une majoritaire, c'est ceux qu'on appelle les Kinh. Ça représente 80% de la population. En gros, c'est les Vietnamiens. Les 53 autres ethnies, elles sont plus ou moins réparties partout dans le territoire, mais elles sont principalement regroupées au nord, notamment parce qu'elles sont arrivées il y a à peu près 300 ans, parce qu'elles ont été chassées par les Han de Chine. En termes de classification, les ethnologues, ils ont fait par provenance. En gros, il y a 5 grands groupes linguistiques. Alors ça ne veut pas dire qu'ils parlent la même langue, c'est comme nous en Europe, entre les Français, les Italiens et les Espagnols, on a des racines latines, et bien eux, c'est exactement la même chose. Dans ces 5 grands groupes, il y a différents groupes ethniques qui sont répertoriés. Et dans ces groupes ethniques, il y a des sous-groupes. Je vais vous prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Vous allez le voir juste après, mais j'ai rencontré Zhou, qui est une Hmong noire. Les Hmong noirs, ils appartiennent au groupe Hmong Dao. Ça, c'est le groupe linguistique. Dans ce groupe linguistique, on a 3 groupes ethniques qui sont les Hmong, les Dao et les Patep. Ensuite, si on prend juste les Hmong, ils ont différents sous-groupes, 10 groupes locaux, les Hmong noirs, les Hmong verts, les Hmong bleus, les Hmong blancs et les Hmong rouges. Laissez-moi maintenant vous présenter Zhou. I'm not really sure, but before I heard my grandparents, I think we come from China.
We come from China to here. Before long time ago, they're fighting together, and we come from China to here. I mean, in Sabah, we have 6 different language, different minority people. So every village, each village, we have each different language. So we have very different language. We don't understand together, but we all go to school. We learn Vietnamese from school, and we can speak Vietnamese together. We can understand together in Vietnamese. So in Sabah, we have like Black Hmong, Red Dao, Safor, Thai, and Zai, King people. We have 6 people, 6 group in Sabah, only in Sabah. So here is my village. I born different village, but I marry my husband, so I moved to here, so I living in here. So here the village called, the name is Mừng Hoa village. So this place is a Hmong people living around in here. La première distinction, ce sera le costume. Ensuite, la situation géographique. Après, ce sera le dialecte. Et après, ce sera le questionnement de la personne. La plupart des ethnies, d'ailleurs, on ne s'habille plus en costume traditionnel. On ne les distingue pas des Vietnamiens, des Kings. Donc c'est en parlant avec eux que l'on sait s'ils appartiennent aux Hmong, à quel clan et surtout à quel groupe de Hmong ils font partie. Les Hmong, bon, ce sont des agriculteurs. Hein. C'est eux qui bâtissent les liens en terrasse, comme à Sapa ou au Kansai, pour avoir des terres cultivables, pour avoir de la production. Ils défrichent les arbres. On les appelait d'ailleurs les mangeurs de forêt, parce qu'ils défrichent, ils voient la forêt, et après ils plantent, ils récoltent. Ils font une forme de jachère finalement. My homestay is the first Black Hmong open homestay. So many homestay around in the village in here that opens, but more in Vietnamese people. They copy the Hmong culture, the Hmong tradition for make business, something like that. Because the local people in here, they don't have school, so they don't know how to make business. Very difficult for them. Moi, je suis allée à Sapa il y a 15 ans. Il y avait encore le marché traditionnel, il y avait encore... ça a commencé une quinzaine d'années. Et c'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé comme ça? L'argent que ça amène. Les touristes amènent de l'argent, il y a des échanges, c'est lucratif. I mean, like 2013, I am tourist guide. So when I bring the group, go to trekking, so beautiful view, wonderful view, and everything we do is natural. But right now, not more natural anymore. Some place also natural, but you need to do for follow away. You need to do like hiking. You need to do like 3 or 4 days. Before Sapa town is very small, we call only Sapa town. But right now we can call Sapa city because right now it's a lot of building. Before in Fancy Pan Mountain, so they don't have cable car. And not military come, and more quiet and more natural and more beautiful view, and the mountain is beautiful. But then like after like 2015 something, the building for the cable car to Fancy Pan Mountain, a lot of tourists come, a lot of Vietnamese tourists come. So right now everything, I mean like every village, many Vietnamese move to down the valley, building a homestay, building some house, or building something for business. Quand vous plantez un village Hmong il y a 20 ans ou 30 ans, bon, vous avez la maison construite en bois, ou en pisé d'ailleurs, des toits en chaume ou des toits en latte, vous avez les poules, vous avez les canards, les chiens, les chèvres, tout le bétail, hein. Et puis la culture, mais vous n'avez pas les nouilles instantanées en ce plastique,
Vous n'avez pas les sacs plastiques, vous avez des chevaux pour transporter leur matériel, alors qu'aujourd'hui vous avez la moto, vous avez de l'essence, vous avez tout ce qui tourne autour de la moto, vous avez tous les plastiques ménagers. Avant, le riz était vendu dans des hôtes ou dans des sacs confectionnés. Aujourd'hui, vous avez des sacs plastiques. Vous n'avez pas d'engrais que l'on déverse largement dans les rizières. C'est comme quand on avait des chemins en terre battue et que maintenant on a des routes goudronnées. C'est la même chose, c'est progrès. On ne peut pas lutter contre ça. Mais d'un autre côté, ça permet à ces personnes et ces villages de ne pas être isolés. Et à côté, ça va permettre à tout le monde d'y aller. Si ça paye les environs, c'est ultra touristique, mais il y a encore des zones qui sont éloignées, qui ne sont pas facilement accessibles. I think for me, tourism is good. It's good only for me. But I don't know somebody else what the thing. But for me, I think the tourism here is good for me too, because for our culture, we don't know how to make money, so we just make money from tourists. So for our culture, we for the parent or the old people, they just go to working for the field. And sometimes they need money to help for the children go to school. It's very hard. They can't find the money, how they can get the money. That's it. I think the tourist camp also good for me too. For me, homestay is okay. No, I don't want to open anymore because this is my husband's land, and all the rice field from here to downstairs only for my husband family. A lot of Vietnamese people come here, they want to buy the land, and they want to building a big house and make for business, but we don't want. So we say no, we don't want to sell because we want to keep natural and we want to keep like before. We want to keep our culture similar before and the same natural. We don't want to change. I want to open more business later, but I'm not really sure because even you want to open more, so you need to build it more, so everything not more natural anymore. So I want to keep same like this. I don't want to make bigger. À l'ouverture du mois, ça a permis du coup des échanges internationaux. Donc le pays, ça s'est allé de l'avant. Hein. Bon, il faut déjà savoir que le Vietnam, c'est un pays qui est compétiteur. Les Vietnamiens ne manquent pas de courage. Les Vietnamiens sont pleins de bonne volonté. Ce sont des vrais businessmen. Ce sont des gens qui veulent faire du job. Et ils changent de travail selon l'opportunité. Hein. Ils ne se posent pas de questions. C'est pas parce qu'ils sont maîtres nageurs qu'ils vont pas devenir maîtres d'école le lendemain. Le principal, c'est d'arriver à survivre. Au départ, je pense que ce sont les guerres qui ont fait ça, cette chose-là. Aujourd'hui, ils veulent réussir, tous. Ils veulent réussir. Donc. Okay, that's good. And what were doing your parents? Were they also in tourism or not? Or my parents, they don't have school. They don't have school, so very difficult for them go to make some business. So very difficult. So they not understand what you talk, and they don't understand Vietnamese people talk. So they just speak of language only. So very hard for them to make some business. They're only working for the field. So now they still keep culture. They still keep the culture like before. They can cook in a fire, and they can have many animals like buffalo, horse, goat, dog, chicken, duck, pig. They keep saying the culture, they never change the culture like my family right now. The old people, they don't want to change because they're saying even you change, later more people don't know what are you tribe. You need to still keep the culture. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en France, contrairement au Vietnam, cette phase d'hypercroissance, d'amélioration des conditions de vie, de moyennisation de la population, eh bien, on l'a déjà vécu.
Dans la pyramide de Maslow, si on prend une vision très globale de la population, j'ai l'impression qu'on a déjà passé un certain nombre de paliers. On n'est peut-être pas dans une vision de décroissance, parce qu'il y a toujours une très forte dynamique, mais on est dans une volonté de trouver un consensus entre croissance et enjeu. C'était le temps d'arriver. Pas de problème, avec les gosses et tout, pas de soucis. Tu les emmenes à l'école? C'est ça, t'habites pas sur place, c'est Ouais. que la gestion des gosses fait que t'arrives tard et tu repars tôt. Ouais, je comprends. Pourquoi je suis devenu agriculteur c'est une bonne question. En fait, je pense que quand tu baignes dedans, tout petit, hein, nous, la maison, elle était dans la ferme. Tu regardais par la porte de la fenêtre de la cuisine, tu voyais les vaches, quoi. Hein. Tu ouvres la fenêtre, tu sentais les vaches. En fait, naturellement, tu es quand même assez proche de tout ça. Dès que tu as les pieds qui touchent à peu près par terre, à 12 ans, tu conduis un tracteur. Enfin, qui touchent à peu près les pédales. À 12 ans, tu conduis un tracteur. Un peu trop vite, tu commences à conduire la voiture aussi. J'ai quand même ça dans les gènes. Ce que m'a transmis mes parents, c'est un peu de provocation et le goût de leur montrer qu'on pouvait faire différemment. Parce que en fait, j'ai toujours entendu mes parents dire « ne fais pas ça, tu ne gagneras jamais ta vie, c'est trop dur, c'est ceci, c'est cela ». Alors ça, il y a deux postures, soit tu l'écoutes et puis tu es découragé. Et moi, tout le temps, je me suis toujours dit « mais vous gagnez peut-être pas trop bien votre vie comme ça, mais peut-être qu'on peut faire différemment, peut-être qu'on peut faire autre chose, peut-être que… » Et moi, je suis parti peut-être aussi avec cette idée de prouver à mes parents, c'est peut-être un truc inavoué, qu'on pouvait faire autrement sur la ferme et qu'elle pouvait être rentable et on pouvait s'épanouir autrement, quoi. Voilà. Là, tu vois, là, le blé, là, il a souffert à fond. De la pluie? Non, du sec. Ah ouais. Tu vois, toutes ces feuilles-là, c'est cramé en fait. En fait, il y a une plante, ça fonctionne comme des panneaux solaires, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui va produire toute l'énergie pour grandir. Alors, tu vas lui donner de l'azote, certes, mais avec ça, on va capter de la lumière. Ouais. Et la lumière va créer l'énergie pour la plante pour grandir. Il faut de l'eau, il faut du CO2 et de l'engrais. Mais si les feuilles, elles sont comme ça, là, il n'y a plus de panneaux solaires. Là, il n'y a plus rien qui capte. Là, c'est terminé. Donc, soit elle est arrivée au bout de sa vie, et c'est pas grave, on va la récolter. Soit, c'est d'où le problème des maladies. Hein. Là, c'est plein de maladies là-dessus. Mais bon, c'est des feuilles du bas, donc on s'en fout un peu. Mais quand c'est comme ça, ça c'est cramé. Donc, le panneau solaire fonctionne plus, donc la plante, elle grandira plus. Hein. Elle va plus pousser. Je dis souvent à des jeunes avec qui je discute, si tu fais comme tes parents, t'es mal barré mon pote, parce qu'en fait le monde change. Et le monde qu'a connu mes parents, c'est pas le mien. Et notamment sur l'aspect agricole, l'encadrement des marchés. L'époque de mon père, c'était très encadré avec une PAC qui protégeait beaucoup et des prix qui étaient figés. Et pour des choix politiques qui sont bien ou pas bien, c'est pas le sujet, mais les prix sont plus encadrés, donc sont extrêmement volatiles désormais sur l'agriculture. Quand on a connu des blés à 100 €, on a connu des blés à 500 € l'année dernière, donc tu vois, des volatilités de fou. Et du coup, ça t'oblige à gérer une ferme différemment. Si tu la gères comme avant, alors que les règles du jeu ont changé,
il y a des chances que ça se passe pas bien. Et du coup, en fait, moi, un de mes objectifs était de baisser mes coûts de production pour être plus rentable rapidement dès que les années sont bonnes. Et si les années sont mauvaises, de prendre qu'un tout petit bouillon et pas d'être complètement noyé sous les dettes parce que en fait, ça fait des très 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 gros yo-yo, quoi. Et pour arriver à ça, ça a été ma porte d'entrée à regarder ce qu'était l'agriculture de conservation, au départ sur une entrée économique. Et puis, du coup, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le SMI direct au début. Et avec le SMI direct, il y a des courants d'agriculture de conservation, de protection des sols, de faire une agriculture un peu différente, un peu moins utilisatrice d'intrants, enfin de phyto ou d'engrais. Et ça, du coup, ça m'a inspiré. Et du coup, j'ai continué dans ce sens-là, un, pour avoir une approche économique, et deux, parce que je trouvais que l'approche écologique était plus sympa au regard des enjeux qui sont devant nous, quoi. L'idée, c'est de faire en sorte que le sol soit le plus vivant possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, on va tout faire pour qu'il y ait un maximum de vers de terre, de champignons, de mycorhizes, de bactéries, de tout ça. En fait, ça va être intéressant parce que ça va nous aider en fait à aller chercher les petits engrais finalement naturels qui sont dans les parcelles ou que nos parents ont mis depuis des années mais qui sont bloqués, et de permettre à la plante finalement de mieux la nourrir. Et si on la nourrit mieux, elle est plus robuste par elle-même. Donc on a moins besoin de la soigner. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin, mais ça veut dire qu'on a moins besoin. Et en fait, un des sujets, du coup pour ça, il ne faut pas trop perturber le sol. C'est-à-dire que c'est comme, imagine-toi dans une caravane, toi. Si je te retourne la caravane sans arrêt, c'est-à-dire putain c'est pas confortable ici. Là c'est pareil pour les vers de terre, si tous les ans avec la charrue je fais comme ça là, il finit par se barrer et il dit putain c'est pas terrible ici, c'est vraiment pas sympa. Donc il faut plus trop travailler le sol en fait, premier sujet. Donc ici, ce qui est différent par rapport à mon voisin, c'est qu'on est en semi direct. Donc en fait on a un semoir qui ne bouge pas le sol, je ne fais plus de labour ni rien. Et je ne fais que planter mes graines dans le sol, quoi. Ça évite de perturber le sol et ça permet de préserver la vie du sol, premier sujet. Donc ça c'est déjà ce qui se passe ici. Après le deuxième pan pour arriver à faire de l'agriculture de conservation ou de régénération, c'est justement d'utiliser des couverts. C'est-à-dire que dès qu'on a fini une culture, on ressème tout de suite des autres espèces pour protéger le sol et nourrir ces fameux vers de terre. Ok, donc ça évite que le sol il soit à nu, quoi, finalement. Ouais. Okay. Ça a plusieurs vertus, donc ça va, comme on va laisser mourir tout ça au sol, ça va nourrir les vers de terre, ça va ramener de la matière organique dans les sols, c'est en fait ce qui nous manque pour relever pas mal de défis, il faut qu'on augmente les taux de matière organique des sols, quoi. Okay. Donc ça va permettre de le faire, mais ça va aussi protéger les sols, c'est-à-dire que l'été par exemple, imagine-toi quand tu es sur la plage, t'es dans le sud, t'es en train de te faire dorer la pilule, en fait tu te fais cramer la pilule, quoi, parce que le soleil il est violent. Quand tu as un sol nu en plein été, les microbes, c'est pareil, les microbes, les bactéries, ils se font cramer la gueule, quoi. S'il fait 40 degrés dehors, il fait 40 degrés ou 35 ou 37 degrés au niveau du sol, donc ça tue aussi la vie du sol. Donc le fait de remettre de la matière végétale, ça va faire parasol, ça va aussi la préserver, quoi. Okay. En fait, ce qui m'épanouit, c'est quand même de travailler avec le vivant et la force du vivant. Là, je ne l'ai pas, mais tu aurais une graine de colza, c'est grand comme ça, une graine de colza. Là, on va dans les champs de colza, c'est un machin qui est comme ça, parti d'une graine grand comme ça, qui fait un machin comme ça, qui fait 1,80 m de haut, quoi. C'est fort, quoi. Que la nature, ces feuilles-là, captent et transforment le rayon du soleil en énergie via les mitochondries à l'intérieur des plantes, des cellules et tout. Tu dis c'est hyper beau. Et que nous, on est là à faire de la technologie qui est super chouette, mais la nature, elle est hyper technologique, quoi. Et du coup, la chance de travailler avec, essayer de la comprendre, pas la dompter, si la dompter un peu, mais pas la dominer, je veux dire. Essayer de comprendre et de travailler avec quand même pour nourrir, ça c'est quand même un pied. Après, il y a plein de quotidiens qui fait que ton métier, tu vas le trouver chiant parce que du réglementaire, plein de petits cailloux sur ta route qui fait que c'est chiant. Mais quand tu regardes bien, putain, c'est quand même extraordinaire de participer à cette histoire du vivant et de fournir à manger, quoi. On a tous été agriculteurs dans nos familles.
à un degré plus ou moins loin, tout ça. Et avant, quand on était agriculteur, qu'on connaissait le grand-père, on avait encore 2-3 réflexes. Ce qui m'embête, c'est que maintenant, tu ne l'as plus du tout. Et quand tu discutes avec des gosses en ville, ils pensent que c'est des briques de lait qui poussent derrière une vache, quoi. Enfin, et là, du coup, à partir de là, tu ne comprends plus le cycle de l'eau, tu ne comprends plus la chaîne alimentaire, et tu commences à avoir des avis sur tout qui ne sont pas cohérents avec la vraie vie, quoi. Et puis après, l'autre sujet, c'est de faire le plus de biodiversité possible, de diversifier le plus possible des cultures. Oui. On le fait tout le temps, enfin en agriculture, on nous dit tout le temps, ouais, il y a des monocultures. Ouais, enfin, ok, il y en a, mais enfin, c'est pas là, c'est loin d'être la majorité, c'est tout petit. On a toujours fait des successions de cultures. Parce que un blé, tu mets 3 fois du blé de suite, à la fin, tu n'as plus de rendement parce qu'en fait, il y a des champignons négatifs qui sont là et en fait ça va être la monotonie, quoi. Et pour que ça marche bien la nature, il faut de la diversité, donc on le fait tout le temps. Là l'idée c'est de le faire encore plus, donc de rajouter encore plus de cultures pour augmenter la diversité. Ça c'est un sujet. Le problème c'est la diversité des cultures, c'est sympa, mais pour en faire quoi? C'est-à-dire que quand il n'y a pas de marché, tu peux faire des cultures sympas, hein, des févroles ou des lupins, mais personne ne te les achète ou pas cher. À un moment donné, tu as quand même une ferme, il faut faire tourner l'activité économique. Donc entre ça ou ça c'est très bien, hein, mais ça c'est quand même plus rentable et ça me paiera mes emprunts à la banque. Ça va pas me payer les emprunts à la banque, c'est plutôt la banque qui va m'appeler en disant putain ça gagne pas assez mon grand. Il y a ce que tu veux en termes de, encore une fois, en termes de vision, de ce qui serait idéal, et puis la vraie vie. Et il y a 2 ans, la moisson, et j'espère que celle-ci va pas être comme ça, elle était très humide. Et du coup, par exemple, hier on a pris beaucoup d'eau, mettons qu'il fasse super chaud, on reprend de l'eau dans 2 jours, il fait super chaud, il va y avoir des champignons qui vont se développer parce que les conditions vont être parfaites pour ça. Et il y a moi sur des blés durs notamment, j'ai de la fusariose qui s'est développée. La fusariose c'est une maladie, c'est un champignon qui se développe dans les épis. Et le problème de ces champignons c'est qu'ils provoquent des mycotoxines. Okay. Et les mycotoxines, comme son nom l'indique, c'est des toxines et ça peut être nocif, voire mortel pour les humains en fait, qui consomment. Et donc on a des normes à respecter, quoi. Et donc moi j'étais content, j'avais fait des trucs super bien, agroécologie, cool la planète et tout, et j'avais mis que des purins d'ortie. Sauf que cette année-là, il y avait du coup beaucoup de pluviométrie et puis des chaleurs, donc arrivée de ces fusarioses. Et moi mes blés durs, quand j'ai fait l'analyse, ils étaient aux normes, enfin ils étaient arrivés au seuil de non consommable pour l'humain, quoi. Et là je me suis dit, putain, alors c'est cool d'être hyper chercher le plus d'être le plus cool vis-à-vis de la nature, mais à un moment donné on peut aussi produire de l'alimentation qui n'est pas saine, qui n'est pas consommable. Ces histoires de neurotoxiques là, des mycotoxines, il y a 70 ans encore, enfin on disait dans les villages il y avait des fous, il y avait des mecs mais en fait c'est parce qu'ils bouffaient du pain qu'il y avait des mycotoxines en fait, et on avait des morts, on se pose plus la question, mais on a eu ça, quoi. Là, ça m'a fait réfléchir ce jour-là. J'ai dit merde, putain, je peux pas être que bio écolo, quoi. À un moment donné, je suis quand même obligé de délivrer une alimentation saine. Donc depuis, je remets une petite protection de synthèse à la fin parce que voilà, le risque est trop important, quoi. Et moi, je veux pas intoxiquer les gens, quoi.
C'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre toutes les solutions agroécologiques, donc les solutions que le vivant a, essayer de les utiliser au maximum, d'utiliser les solutions naturelles au maximum jusqu'à leur limite, et puis éventuellement aller chercher le relais des produits de synthèse, parce que les solutions naturelles ne fonctionnent pas dans tous les cas. Quand tu es en bio, c'est moitié moins de rendement dans le blé là. Quand il est payé aussi cher, le double, ça va. En ce moment, le bio il est payé aussi cher que du conventionnel, tu fais 2 fois moins de rendement. Je connais plein d'agriculteurs qui regrettent et qui font marche arrière aujourd'hui, en lait, tout ça. Parce que la réalité, c'est s'il n'y a pas assez de volume de production, à un moment donné, les fermes ne sont pas assez rentables, donc c'est un peu un problème. Si tu augmentes le prix des produits et que les consommateurs ne l'achètent pas, c'est aussi un souci. Et c'est le souci aujourd'hui. C'est-à-dire que sur du bio, il y a quand même globalement, c'est quand même plus cher. Tous les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher. C'est comme ça. On pourrait se dire que c'est bien, qu'il faudrait que tout le monde mange. Ouais, mais tout le monde déjà se pose pas la question sur sa bouffe. Tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et là, on le voit. Dès que là, on est en année où on a de l'inflation, tous les produits qui sont un peu plus chers, peut-être plus quali, on voit que ça peine. Le marché il a du mal à absorber. Moi, ça fait déjà 7-8 ans que je pratique. J'ai fait différentes gamelles. Voilà. Et en agriculture, on récolte qu'une culture par an. Donc c'est-à-dire que l'essai, c'est une fois par an. Donc une année, t'essayes, ça rate. La deuxième année, t'essayes, ça rate. La troisième, ça marche. La quatrième, ça rate. La cinquième... On est déjà arrivé à 5 ans, tu vois. Ça prend du temps en agriculture de trouver des solutions. Donc, et moi, je vois beaucoup d'agriculteurs que je suis allé visiter qui ont fait un passage en agriculture de régénération des sols ou de conservation des sols. On s'en fout, ils utilisent différents termes différents. Et à un moment donné, ils passent au bio. Non pas philosophiquement pour faire du bio, mais c'est parce qu'ils ont tellement maîtrisé leur terrain, leur terroir, qu'ils ont pu se passer des produits de synthèse, ils ont pu se passer de l'engrais. Souvent c'est le désherbage qui est le dernier truc, on dit putain, par exemple là tu vois il y a de les mauvaises herbes là, si j'avais pas de produits phyto, je partirais droit au casse-pipe. Donc une fois que tu arrives à maîtriser ce dernier levier qu'est le désherbage, alors tu peux y aller. Et souvent, par contre, les gars qui font ça, ils font du bio très productif. Et il y a des gens qui parlent de l'agriculture, de l'agroécologie, qu'on pourrait produire. Je pense qu'ils ont vu ces gens-là. Mais ces gens-là et ces modèles-là, aujourd'hui, ils sont encore pas... Enfin, c'est encore une toute petite minorité des gens qui le maîtrisent après 20 ans ou 30 ans de mutation de pratique, quoi. Donc il y a plein de gens qui avancent dans ce sens-là, mais il faut se laisser le temps d'avancer, quoi. Et donc moi, le rêve, ça sera peut-être à ma fin de carrière, peut-être que je serai peut-être un peu plus bio, ou le bio, ce terme n'existera plus et on aura compris et admis que le mieux c'est le consensus un peu entre les deux. En fait, tu as 2 angles, tu as le contexte, l'environnement, c'est-à-dire ce que tu maîtrises pas, qui est l'environnement au sens large, pas que les petits oiseaux. Donc des données que tu ne maîtrises pas, donc une société qui a un regard sur l'agriculture, globalement un regard sur ce que l'on mange peut-être différent de ce qu'on mangeait il y a 30 ans ou 50 ans ou 70 ans. Des enjeux climatiques qui sont face à nous, qui sont indéniables. Tu es un agriculteur, mais tu es aussi un consommateur et un citoyen. Donc tu ne peux pas être insensible à ça. Surtout qu'en plus, tu es un acteur qui peut apporter une réponse. Donc tu es obligé d'évoluer. Et puis après, il y a le parcours personnel de chacun qui fait que chaque personne se construit sur son parcours. Et en fonction de son parcours, de ce qu'il s'est nourri, il aura envie de faire des choses, il aura une ouverture d'esprit, une curiosité, une capacité à bosser à plusieurs, à pas bosser à plusieurs. Et ça c'est le parcours de chacun, je pense comme tout chef d'entreprise d'ailleurs, pas plus agricole, quoi. Pour tous ceux qui ont un jardin, ils vont le comprendre. C'est-à-dire que tu as un jardin, tu t'es fait un super jardin, l'été tu pars en vacances, tu rentres, il y a une attaque de mildiou, il n'y a plus de tomates dans le jardin, voilà, il dit ah merde, il n'y a plus de tomates. Bon, on s'en fout, c'était juste le jardin. Mais si c'est pour nourrir tous les Français, les années où il y a du mildiou, si tu fais rien, à un moment donné, il manquera quelque chose dans l'assiette. Mais ce qui paraît complètement fou, justement, c'est qu'on ne se rend plus compte que même des années difficiles, on a toujours des trucs dans son assiette.
C'est-à-dire que si ça vient pas d'ici, ça va venir d'ailleurs. Ça fait le tour du monde avec un avion, un bateau, un machin, on met du transport à gogo, mais on mange toujours, quoi. Et dans nos pays, on ne meurt pas de faim, quoi. Et vous pensez que c'est pour ça que les groupes ethniques, du coup, ils essaient de justement s'adapter à tout ce qui est business? Non, non, je pense pas. Je pense que là, j'ai deux avis. Hein. C'est compliqué parce que je donne un avis qui est le mien. Hein. Faut bien l'entendre. Mais je pense déjà qu'il y a la volonté politique de faire du tourisme international, de tirer parti de ça, faire du Vietnam un pays touristique et attractif. Et il y a aussi le fait que comme les ethnies maintenant sont éduquées, c'est un mot qu'on entend souvent au Vietnam, ils sont éduqués, ils ne sont pas éduqués. Quand ils sont éduqués, ils vont à l'école, se rendent compte qu'il y a des choses, parce que les jeunes sont à l'école, ils vont même jusqu'à l'université, hein, chez les ethnies. Se rendre compte qu'il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus faciles et agréables pour améliorer le quotidien, et ils ramènent ça chez eux. Mais je pense pas que ça soit une volonté, parce qu'ils sont quand même attachés à leur culture, à leur tradition, leurs croyances. Et justement, en parlant de ces traditions et de ces croyances, comment est-ce qu'elles arrivent à être perpétuées? Quand il y aura les parents, les grands-parents vivants, oui. Parce qu'il y a une espèce de hiérarchie, enfin, c'est même pas une espèce, il y a une hiérarchie familiale très importante. Ça se passe entre eux. Quand ils font des cérémonies, les touristes n'assistent pas. C'est pas, ça fait pas partie du package touristique. Et c'est tout aussi bien, parce que ça reste quand même personnel. I mean, like before, like 15 years before or 20 years before, marry very early, like 14 or 15 they marry. Like 2018, the government, they want to change. The girl marry like 18, the boy marry like 20. But we still keep the culture like before, still marry early. Yes, still right now still marry like 14 or 15. Some young people they go out and they go to school, they learn more something out that they want to change a little bit, and they can like marry a little bit later, but not very late, just like 20 year and 21 year, and then marry. No more 25, no 27. And Yes. you, why did you choose to be married a little bit later? Because I see my mother very busy and very difficult to make money. So I see a lot of my friends in my culture, they marry very early, and then 1 year later they have baby, and then don't have money to buy some clothes, buy some milk, or buy some food for the baby. So I think, oh no, I don't want to marry before early. I want to marry a little bit later, and I can find a job. Yeah, I can find a job first and make money first, and then marry later. It's okay for me. So that's it. I marry late. Yes. So my parents also very angry at me because they think for my culture you have to marry. You have to marry early, or if you marry late, nobody want to marry you anymore. But I never care. I don't care about that. So it's okay. So I just go to work and then marry later. So right now I can open homestay for business. So right now my parents were saying okay for me. So they want to change for my sister younger later, and right now they don't care my sister whenever she want to marry. Mm-hmm. And do you want your child, I know you have two little child. I have to, yes. Do you want them to continue to keep those traditions, etc., or if they fall in the... I never know. Yeah, because for me, I want to then little bit change,
But I don't want them change everything. Yes, I want to then change a little bit, like when they're growing up, they go out, they go to school, maybe they will learn more something outside and they will change for the life, for the future later. We never know. When they're growing up, they will think different, they have idea different, so we never know. They think that it's okay, but I want them still keep the culture. I am Hmong. Better they can speak Hmong, but people in Sapa, right now, a lot of tourists. So I mean, like me and my husband, we need to help a lot of things. So I want to help out for my baby change for later, for future, and they can speak both. They can speak both English language, like my language and English and Vietnamese. I want to talk to my baby English first, and then they go to school, they can learn Vietnamese from school. So easier for them for the future later to understand for the gays. Je vais remonter, puis tu me diras si ce que je t'ai dit, ça va. Mais moi, je trouve qu'il y a déjà des fois, on a un regard sur l'agriculture, l'évolution des pratiques et tout ça. Ce qu'il faut quand même comprendre, et moi, je ramène juste à la génération de mon papa. Mon papa est né en 44. À l'école, quand il avait encore 10 ans, il me disait avoir subi le fait d'avoir des remarques en disant que les agriculteurs, c'était des affameurs. Parce qu'à l'époque, on avait encore des tickets de rationnement dans les années 50. On mangeait pas à sa faim. On sortait de la guerre, c'était pas terrible. Et je veux dire, 10 ans plus tard, on mangeait toujours pas à notre faim. Et voilà, les agriculteurs étaient des affameurs, enfin le préjugé, parce que justement, on bouffait pas à sa faim. Il y a 70 ans, quoi. C'est pas non plus si vieux que ça, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'agriculture a pris un gros essor. Alors avec l'arrivée de la chimie, effectivement, avec les engrais, dans les années 70, ça y est, on avait trouvé notre autonomie alimentaire. Et on était passé, donc du coup, pour la génération qui l'a subi, d'un moment donné où on mangeait pas à sa faim, à ça y est, on avait de quoi manger. Et ça, c'est pour moi, si on n'a pas cette lecture des choses-là, on ne peut pas comprendre l'évolution du monde agricole et la capacité à se transformer. C'est-à-dire que cette génération qui a vécu ça, tu peux pas lui dire demain t'arrêtes tous les engrais, t'arrêtes tous les phytos. Eux, ils étaient traumatisés parce qu'ils n'avaient pas à bouffer. Le regard que j'en ai sur ce qui s'est passé, et c'est peut-être pareil dans d'autres pays, c'est que j'ai l'impression quand même que l'écologie ou l'environnement arrive après, quoi. On ne se pose pas la question. Comme je le disais, nous, si on fait notre parallèle en France, il y a 70 ans, on ne mangeait pas à notre faim et on n'avait pas ce qu'on voulait dans le frigo. Et la société et les politiques ont voulu ça, ont demandé ça. Alors, il y a personne qui s'est levé un matin en disant « Ouais, je vous demande », mais il y avait cette demande insidieuse en fait, qui était là. Et on a répondu à ça, et après on s'est posé la question de finalement, comment on le fait, ça va bien, quoi. Et peut-être que c'est pareil pour les autres pays, mais c'est certainement humain peut-être dans l'histoire de la pyramide de Maslow, tu vois, de se dire déjà je mange à ma faim, j'ai les capacités de me reproduire, je mange à ma faim, je ne sais plus dans quel sens elle est, puis après il y a le confort. Tu penses que finalement c'est une fois qu'on a réussi à manger à sa faim, etc. J'en ai bien peur, ouais. J'en ai bien peur dans le sens où le truc, c'est que si on s'arrêtait à j'en mange à ma faim, ça suffit. Mais en fait, on en veut plus. C'est-à-dire que dans des pays comme les nôtres où on a 30% de gaspillage alimentaire, et comme je le dis, on a le frigo plein, alors que si on n'avait pas des tomates toute l'année, ça serait pas grave. Le stop de j'ai assez à manger et après c'est du luxe et du confort qui commence à plus être pertinent
Et du coup, les pratiques que j'ai viennent dégrader mon environnement. Alors si c'est pour trouver l'équilibre pour manger, trouver l'équilibre qui va bien, mais si c'est pour se dégrader alors que c'est que pour du confort et qu'on pourrait s'en passer, c'est là où ça déconne. Et le curseur, on ne l'a pas vu passer à mon avis. Tu vois, mais on l'a passé, mais on ne l'a pas vu passer. On s'est pas mis... Je pense qu'on est souvent prétentieux à vouloir expliquer aux autres comment il faut faire. Et ça, je pense que c'est une belle connerie. Je trouve ça pas bien, en fait, de dire je nourris un pays pour que vous ayez à bouffer. C'est la politique des États-Unis, d'ailleurs, agricolement parlant. Ils produisent en surproduction, ils ont créé ce qu'ils appellent l'aide alimentaire pour aider les pays qui n'ont pas à manger. C'est génial parce qu'en fait, eux, ça permet d'évacuer leur... Enfin, c'est de l'économie pour eux, quoi. Or, le vrai sujet, c'est d'aider chaque pays en fait, à être autonome pour son pays. Peut-être pas ultra autonome si jamais c'est pas possible, mais tu peux pas dépendre des autres pour la bouffe. C'est pas possible, en fait. Moi, ma génération qui suit, en fait, je vis dans ce monde où je sais qu'il y a un réchauffement climatique, je sais qu'il y a un enjeu planète, je sais qu'il y a un enjeu eau. Forcément, je vais avoir un autre regard que mon père. Et du coup, je vais avancer plus facilement ou je vais être plus facilement curieux. Je vais remettre en cause des choix qu'on a fait avant parce que aussi maintenant, après plusieurs années, on comprend les conséquences de pratiques qu'on a eues. Donc, on va pas être con, on va essayer de les faire évoluer. Mais ce que j'allais dire, c'est que le changement de pratique et l'évolution des pratiques en agriculture, il est beaucoup psychologique en fait, il est beaucoup dans les mentalités, par l'histoire qui a nourri les uns et les autres, et puis le fait que changer, c'est pas simple, quoi. Et de se dire, tiens, on va plutôt faire telle pratique ou telle autre, alors que tu l'as fait pendant 20 ans, on te dit, tiens, ça fait 20 ans que tu fais ça, mais c'est pas bien. Ça fait 20 ans que je le fais, qu'est-ce que tu viens me saouler, ça marchait pas si mal. Maintenant, tu dois faire autrement. Ça, c'est comme pour n'importe qui change. C'est comme, tiens, allez, on va se dire que pour réchauffement climatique, tu avais l'habitude de faire le tour du monde en avion 44 fois. Si tu écoutes Jancovici, il dit c'est 4 fois dans ta vie que tu feras de l'avion, quoi. Tu vas dire, ah putain, non, tu rigoles ou quoi? Non, on va faire un avion qui dépense un peu moins de carburant, mais je continuerai à faire le tour du monde. Non, peut-être qu'en fait, il faut arrêter de faire le tour du monde. Si tu veux vraiment... c'est pareil en agriculture. Le gars, tu lui dis, écoute, les gars, faut que vous soyez bio, faut que vous mettiez plus d'engrais. C'est exactement la même chose. Le choc, il est aussi fort, quoi. Et donc, il peut pas, comme ça, se faire d'un coup de tête. Il doit être progressif. Et puis surtout, il ne doit pas être idéologique. Il doit être quand même raisonné, comme je te disais tout à l'heure. Tu vois, arrêter les phytos, si je suis que sur des protections naturelles, peut-être que je vais arriver avec des mycotoxines qui vont me provoquer un autre problème. Qui sera sanitairement un gros problème. Donc voilà, il faut relativiser un peu tout ça. Moi, je sais que l'agriculture, elle évolue vachement dans le bon sens. Il y a une inertie, il faut le temps que cette inertie avance quoi. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le changement de paradigme dans lequel on est, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même encore, à mon avis, dans un monde. Et je dis ça, peut-être que j'y participe, Tu vois, je m'auto-analyse pas assez, mais dans un monde où on avance comme si de rien n'était, comme si on était encore en consommation illimitée des ressources, alors qu'il nous faut déjà 2, 3 ou 4 planètes déjà. Et ça peut pas durer, en fait. Et pour repasser à un monde qui vit à son échelle, va quand même falloir qu'on remette en cause pas mal de trucs. Et ça, c'est ce qui m'inquiète ou c'est ce qu'on n'a pas engagé, quoi. Tu vois, à titre d'exemple, j'ai participé à une conférence qui était titrée « 2050, un monde agricole sans carburant ». Qu'est-ce qui se passe? Et donc tout le monde intervenait, racontait sa vie. Et tout le monde raisonnait dans son coin. Et notamment, il y avait un mec du ministère qui disait, on a fait des études, c'est quoi les motorisations de demain? La motorisation de ça, l'hydrogène, le solaire, le thermique, les biocarburants. Et il disait, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle, d'ailleurs, et que de toute façon, au mieux, même si on améliore le parc matériel, on va économiser 10% de fuel, quoi, ou d'énergie. Donc, peut-être tous les bras tombent, quoi. Mais je dis, mais au fait, tu sais, si c'est l'agriculture de conservation, nous, on dépensait à peu près 100 litres hectares de carburant. Aujourd'hui, c'est moins de 40 litres hectares. C'est-à-dire que j'ai les mêmes machines, simplement, j'ai appris à fonctionner différemment.
je consomme moins d'énergie pour produire et du coup c'est de l'énergie que j'ai plus besoin. Donc il y a un mouvement comme ça qu'on peut changer, mais souvent on raisonne, tu vois, on veut essayer d'améliorer cette fameuse bougie. Pour moi, le Vietnam est en train de vivre ce que nos grands-parents ont vécu après la guerre. À savoir que nos grands-parents ont quitté les campagnes pour les usines et aujourd'hui, les ethnies quittent leurs champs, ils abandonnent leur réserve pour du tourisme, ils abandonnent leur art, leur culture, la broderie par exemple. Les femmes ne brodent plus, elles n'ont plus le temps, elles font des lits et des repas. Par rapport à ça, aux jours d'aujourd'hui, dans nos campagnes, c'est pas général, mais c'est quand même une tendance et une aspiration, surtout avec ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Les gens ont envie de vivre mieux, de manger mieux. Je pense que c'est le Covid qui a fait ça aussi. Ça a donné envie aux gens d'aller, de retourner vers de vraies valeurs. Et je ne sais pas si les Hmong arriveront à préserver cette qualité de vie, à préserver leur culture, leurs us, leurs rites et tout ce qui fait leur richesse. C'est ça qu'ils ont à vendre. C'est leur particularité, leur signe identitaire. Et j'ai peur qu'ils perdent leur identité. Enfin, le mot de la fin, c'est de se dire que notre avenir, il est quand même palpitant. Et que, en tout cas, en ce qui me concerne dans le sujet agricole, il sera encore plus intéressant que... Il ne sera pas pareil que celui de mes parents. Et je me dis qu'il sera peut-être même encore plus intéressant parce qu'on va devoir retravailler plus avec les fondamentaux que sont la nature, quoi. Et ça ramène à des bases, à des problématiques de base, à des sujets cruciaux, quoi, tu vois. Pas d'artifice, en fait. Donc ça, c'est sympa. Explorer l'impact de tous ces changements sur les populations. À la suite de ce documentaire, j'ai l'impression qu'à l'échelle individuelle, chaque individu court à la quête d'un mieux, ou en tout cas d'un ne pas perdre. Dans le processus de développement individuel, ou à l'échelle d'une société, certaines questions viennent avant d'autres. D'abord répondre à ses besoins primaires, survivre, puis gagner en confort. Et enfin, répondre à d'autres problématiques, dites secondaires. Mais quand ces besoins individuels primaires sont comblés, et que les pays sont dits développés, qu'advient-il ? Eh bien je crois que d'autres questions viennent à se poser. Les droits pour tous, l'équité, les libertés individuelles. Les questions environnementales ne se posent qu'à la fin du processus de développement. Les questions environnementales ne se posent qu'après avoir répondu, non pas seulement à ses besoins primaires, mais aussi à tous les suivants. Il faut aujourd'hui avoir le luxe de pouvoir se les poser. La question est à quel stade de développement, quel stade de maturité est-ce que ces questions se posent ? Je crois que chaque génération a ses défis. Ceux de mes grands-parents auront été les guerres, ceux de mes parents, les libertés individuelles, ma génération, outre de nombreux autres, est le dérèglement climatique. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces défis. Le choix de ce combat est personnel. L'important est de s'engager. Concilier les deux, développement et enjeu. Comme Jean-Baptiste dans son travail, qui s'est d'abord intéressé à l'agriculture de conservation pour l'aspect financier, puis pour répondre aux sujets environnementaux actuels. Comme Zhu dans son quotidien, qui capitalise sur ses origines pour améliorer ses conditions de vie, et inversement, utiliser son travail comme un moyen de ne pas laisser mourir ses origines. On devra réussir à convier les enjeux climatiques avec nos enjeux de développement. Car si tout nous rapporte à cette terre, de la base de l'humanité avec l'agriculture, jusqu'au bout du chemin, avec la confrontation à ces enjeux climatiques, tout nous rapporte aussi à notre évolution constante, terre en perpétuelle transition.